Bonjour Marie. Bonjour Mila. Euh, je crois que tu accompagnes les thérapeutes et notamment des sophrologues. Tu peux nous parler un petit peu de ton activité? Oui, merci Mila de m'accueillir, avec plaisir. Donc oui, j'accompagne donc des entrepreneurs dont une bonne grande partie sont effectivement des thérapeutes et il y a des sophrologues qui en font partie. Je les accompagne pour développer leur activité, souvent en ligne, pour transiter du présentiel à du en ligne, mais aussi pour ceux qui sont en présentiel, je les aide à structurer des offres pour qu'ils puissent apporter plus de valeur à leurs clients et surtout réussir à vivre plus confortablement leur activité avec le meilleur ratio temps investi et aussi réussir à avoir des revenus qui soient réguliers, stables et les plus élevés possibles. Voilà, moi aussi, de mon côté, je travaille avec des sophrologues. Je leur enseigne à intégrer le yoga dans leurs séances de sophrologie. Et je fais appel à toi parce que souvent, ce que je remarque, c'est que ces sophrologues sont très compétentes, elles portent vraiment leur métier dans leur cœur. Malgré ces compétences-là, elles peuvent arriver à vivre de leur activité. Comment est-ce que tu expliques cela? La première raison, c'est qu'elles sont formées, je dis elles parce que c'est vrai que c'est majoritairement des femmes, quoi qu'il y ait aussi des hommes qui soient sophrologues, c'est ils ont été formés à leur expertise, la sophrologie, mais pas à l'entrepreneuriat. Et c'est un autre métier, en fait. Et même l'entrepreneuriat, c'est plusieurs métiers dans dans un seul métier, en fait. Donc, et quand ils se forment, ils sont formés sur leur expertise, sur ce qu'ils vont apporter à leurs clients, mais pas à comment se faire connaître, comment se faire référencer, comment développer leur activité. Et ça leur ça leur échappe du coup au moment de leur formation. Du coup, quand ils arrivent à leur proposer leur service, et souvent ils sont assez démunis pour savoir comment s'y prendre et sans s'épuiser aussi, qu'ils soient à la fois efficaces et sans s'épuiser. Ce que je remarque aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, quand elles se présentent, c'est souvent je suis sophrologue et j'accompagne un peu tout le monde. Comment tu réagis, toi, en voyant ça? Ben, d'abord, quand ils sont formés, ils sont très très fiers de pouvoir dire j'ai réussi mes études, j'ai fait ceci, j'ai tel statut, j'ai telle expertise. Donc là, c'est naturel de vouloir mettre ça en valeur, notre savoir-faire, mais en fait, les gens, c'est pas ce dont ils ont besoin. Ils ont plutôt besoin qu'on les rassure sur le fait qu'on est la personne en fait, qui va les aider à régler un problème ou surmonter une difficulté. Donc, c'est vraiment un réflexe, souvent même parfois un peu de manque de confiance en soi, de dire, de se présenter uniquement sous le, avec son titre, avec son statut quelque part. Ça rassure de se présenter de cette façon-là. Mais en réalité, c'est pas ce dont c'est pas ça que les gens ils attendent. Ils ont surtout besoin de se sentir compris dans ce qu'ils vivent, la première des choses. Et puis ensuite, de voir si la personne qui est en face d'eux est la bonne personne pour les aider à traverser cette étape-là ou à faire ce cheminement-là. Pour les aider à aller soit plus vite, soit avec le moins d'efforts, et qu'ils soient rassurés sur le fait qu'avec cette personne-là, c'est cette personne-là qui m'aidera le plus à arriver à mes fins. Voilà. Donc en fait, ils parlent souvent, ils ont le réflexe de parler d'eux-mêmes plutôt que de laisser parler la personne qui est en face d'eux ou de poser les mots sur ce qu'ils pressentent de ce que la personne en face d'eux ressent. Et c'est ça, c'est des choses qu'on apprend justement quand dans l'entrepreneuriat, mais qui évidemment n'est pas enseigné à l'école. Et après ça, pour savoir qui ils accompagnent, en sophrologie, on peut aider différents profils de personnes. Et ils vont avoir, effectivement, c'est exact qu'ils peuvent aider différents types de personnes. Mais c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à rassurer le plus les gens. C'est s'ils se spécialisent sur un certain type de problème, chez certain profil de personnes, ils vont avoir une connaissance encore plus fine de la problématique. Ils vont davantage rassurer sur ce qu'ils peuvent apporter à cette personne-là, justement. Et la suite de l'accompagnement va aboutir de façon beaucoup plus naturelle et spontanée et fluide, finalement. C'est en rétrécissant le nombre de personnes à qui on s'adresse que finalement, on arrive à avoir plus de clientèle. Hmm.
Donc autrement dit, c'est pas le diplôme ni mon expertise qui vont attirer vers moi les personnes qui sont susceptibles de bénéficier de mes services, mais plutôt le fait que je leur dirige des messages dans lesquels ils se reconnaissent. C'est ça, Ouais, hein. ouais, tout à fait. Et souvent, si on arrive à poser les mots de c'est, de ce que ces personnes-là se disent intérieurement, leur petite voix, si on arrive déjà à décrire ce que leur petite voix leur dit à l'intérieur d'eux-mêmes, là, ils vont se sentir profondément compris. Et ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation, et ça met un peu de temps aussi avant de réussir à cerner ça avec justesse, avec finesse. Et c'est exactement, c'est vraiment une des difficultés que les sophrologues ou même que les thérapeutes en général rencontrent quand ils veulent vraiment développer leur activité. Oui, autre chose qui est assez générale, les métiers de l'accompagnement ont souvent du mal en fait à se mettre dans la position de vente. C'est comme si en fait quand on devient vendeur, on devient voleur. Tu rencontres ça souvent dans tes accompagnements? Très souvent, très souvent. Le, en fait, les métiers de thérapeute, dont ceux qui font la sophrologie, ils veulent aider les personnes et ils veulent aider même souvent les personnes qui vont être éventuellement les plus démunies, celles qui vont être dans les situations les plus compliquées, ce qui est parfaitement louable et ça vient de très très belles valeurs. C'est tout à leur honneur. Cela dit, si on est dans un esprit sacrificiel, quand on veut servir, quand on veut aider, ça va pas non plus. Quand on est en avion, on sait bien qu'il faut mettre le masque sur son visage avant de pouvoir aider quelqu'un à côté. Donc, du coup, s'il n'y a pas des revenus assez réguliers ou s'il n'y a pas une sérénité au niveau des revenus qui rentrent, c'est très difficile d'être à son tour dans cette posture de la personne qui offre, qui donne, parce qu'on est trop assoiffé soi-même. Donc, c'est un peu comme ça finit par être le serpent qui se mord la queue. Donc, il y a, comme il y a beaucoup de sophrologues qui sont femmes et qui sont thérapeutes, elles sont souvent aussi dans éduquées, elles ont été socialisées. Toi, tu es journaliste d'un métier antérieur et moi, je suis sociologue d'un métier antérieur aussi. Donc, on voit bien que la socialisation, l'éducation, quand on est très petite fille, on ne naît pas femme, on le devient, dit Simone de Beauvoir. Eh ben, les femmes ont vraiment appris, bien appris à s'occuper des autres, à donner, à donner, à donner, au prix souvent de se sacrifier. Et donc, du coup, quand on a posé des tarifs, voire des tarifs élevés, ça leur semble quelque chose de totalement, non seulement pas naturel, mais quelque chose qui est même, qui ferait qu'elle se travestirait, qu'elle serait en train de spolier quelqu'un, qu'elle serait pas honnête de faire ça, quoi. Ça leur est comme impossible d'oser afficher des tarifs plus élevés aussi. Et toi, comment est-ce que tu vois une différence? Je suis curieuse de savoir, est-ce que tu vois cette différence-là, dans la difficulté à poser des tarifs entre les sophrologues, masculins ou féminins? Pour le moment, j'ai eu très peu d'hommes sophrologues qui se sont formés avec moi. Mais j'entends très très bien ce que tu me dis dans le fait que, en tant que femme, on a du mal à donner de la valeur à nos services. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué assez souvent. Et aussi, ce que je remarque, c'est que quand elles débutent dans ce parcours-là, elles vont souvent juste regarder les tarifs autour d'eux pour donner de la valeur à leur travail, en fait. Et elles ne pensent jamais à l'argent qu'elles veulent garder pour elles. Alors je dis mais non, en fait, on commence par savoir ce qu'on dépense, voilà, enfin, et de savoir ce qu'on veut garder au final, ou le revenu dont on a besoin pour pouvoir construire son offre. Mais ça ne rentre pas en fait dans leur façon de faire en fait. Il y a un manque de confiance profond en fait dans ce que je vois. Peut-être qu'elle manque de modèle aussi. J'ai trouvé intéressant que tu dises, elle regarde ce que les autres font pour pouvoir Oui, pratiquer, pour voir leurs tarifs. Bon, par ouais. exemple, elle va regarder la concurrence et puis elle voit que le tarif moyen est de 90 € la séance, par exemple. Et, et du coup,
elle regarde d'autres personnes qui facturent à la séance. Oui. Puis en même temps, alors ça c'est la façon la plus standard de proposer ces services. Mais quand on réfléchit en termes d'offres, et c'est ça que je fais avec mes clients et mes clientes, c'est que je les amène à transiter de la facturation à la séance, donc du temps contre l'argent, à une facturation à l'offre, sur la valeur qu'elles vont apporter. Donc là, on parle en termes d'offres, on parle plus en termes de séance. Et tu as dit les deux mots tout à l'heure dans ta réponse. Toi, est-ce que tu en vois qui travaillent, qui ont compris ce que c'était qu'une offre, en quoi c'était différent que d'une prestation à la séance? Est-ce que tu en vois est-ce que tu sens que ça rentre dans Pour dans les certaines, ça commence mentalités à de rentrer réfléchir comme ça? pour certaines, ça commence à rentrer en fin de formation, quand elles ont fait un peu de mentorat avec moi. Mais pour beaucoup, je vois que c'est encore très compliqué. Hmm. Ouais, c'est ce que j'observe aussi et en fait je leur explique que c'est souvent comme un bouquet. En fait, si on compare trois roses, on va disons trois roses rouges, ben, évidemment on va regarder laquelle est la moins chère avant de choisir laquelle prendre. C'est pareil quand on facture à la séance. Alors que si on compose un bouquet, donc une offre avec différents éléments qui font que ce bouquet-là est unique et ne ressemble à aucun autre bouquet, il y a une vraie singularité, quelque chose qui est vraiment distinctif. Et le proposer, déjà, ça permet de proposer, ça apporte plus de valeur parce que déjà, il y a plus de fleurs dedans. Et, Hmm. il y a une composition, donc il y a vraiment une recherche, il y a un cheminement qui est proposé. Et, et donc, ce bouquet-là, évidemment, il peut être proposé à un tarif qui est plus élevé puisque c'est pas qu'une seule fleur. Et il n'est pas comparable. Un bouquet n'est pas comparable à un autre de la même façon qu'on peut comparer des roses similaires les unes aux autres. Hmm. Hmm. Ça me fait penser aussi au fait que les personnes, les potentiels clients qu'elles peuvent avoir ne viennent pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. C'est un peu ce que j'entends aussi dans le bouquet dont tu parles. Oui, tout à fait. C'est comment arriver à développer son approche à soi, sa singularité, en quoi est-ce que je suis sophrologue ou je suis thérapeute dans telle discipline, mais qu'est-ce que j'amène de différent, de singulier, qui va apporter une touche, parce que l'information maintenant est disponible partout. Donc, on peut très bien aller sur Internet avec l'IA, en plus, c'est encore plus facile que jamais d'avoir de l'information. Donc, j'imagine que si on a un stress particulier ou une douleur particulière, maintenant, l'information est encore plus accessible pour savoir quoi faire, quel mouvement faire pour se libérer de. Mais on veut une vraie personne qui nous accompagne. Et donc, cette vraie personne-là, donc la personnalité, l'approche, euh, des fois, la méthode singulière qu'elle a fini par développer au fil du temps, maintenant est de plus en plus importante, encore plus importante qu'avant. Donc Exactement. ça, ouais. Donc, est-ce que toi, tu sens qu'il y a une réflexion là-dessus sur l'importance d'apporter sa propre touche à ce qu'on fait dans la proposition de services, dans les accompagnements que les sophrologues vont Non, apporter? c'est pas exprimé comme cela, pas du Hmm. tout. Bah, tu m'as dit que tu voyais qu'elle commençait à développer une conscience de devoir être accompagnée sur le plan entrepreneurial. Mais est-ce que ça vient justement à partir du moment où elles sentent qu'elles sont comparables à toutes les autres, d'après toi, ou est-ce que c'est à d'autres moments? Ce sont des Toi? métiers où il y a énormément de concurrence. Donc, il y a la nécessité à un moment de se dire, tiens, j'ai besoin de me former, j'ai besoin de quelque chose. Il y a la notion de manque qui arrive, mais on va pas forcément jouer sur, j'ai cette singularité-là et je la mets en exergue. C'est ce que tu fais durant tes accompagnements? Tu développes beaucoup cet aspect-là? Oui, 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 tout à fait, parce que on le fait souvent à travers l'offre, tu vois, parce que c'est transposer une méthode, une approche de façon vraiment à savoir comment est-ce que concrètement on va en parler, puis comment est-ce qu'on va proposer ça. Et du coup, ça amène forcément à poser cette question. Et euh, de quelle est ta méthode unique, tu vois? J'aide tel type de personne, tel profil de personne à résoudre tel type de problème et de quelle façon. Et donc, c'est là, avec de quelle façon que cette dimension-là de ce qui est distinctif, on le met en avant. Donc, oui, tout à fait, je fais ça, on le fait beaucoup. Euh, oui. Et je leur fais aussi l'exercice d'aller voir la concurrence, mais pas,
pas de ce qui se fait dans son quartier ou dans sa ville, mais à l'international aussi. Donc, je leur fais voir aux États-Unis ou dans la francophonie aussi, quelles sont les stars dans ce domaine-là et qu'est-ce qu'elles font pour décloisonner, tu vois, sortir du modèle auquel on est vraiment habitué, le modèle à la séance, par exemple, ou même éventuellement au niveau des techniques comme telles, peut-être qu'il y a des techniques qui sont beaucoup plus classiques que d'autres. Mais en tout cas, moi, je travaille au niveau entrepreneurial, c'est les stars dans le domaine, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles proposent, et puis, parce que par effet de contraste, on arrive à voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous correspond, ce qui nous correspond pas. Et, et l'effet de contraste est très puissant pour ça. Alors, il y en a des fois qui vont stresser, parce qu'ils vont dire, oh, mais mon Dieu, mais là, c'est trop haut, c'est trop loin. Moi, de toute façon, c'est pas ce que je veux, hein. Bon, il y a toujours toutes sortes de, de questionnements et ça bouscule un peu, tu vois. Souvent, c'est pas une histoire, c'est pas de se comparer, c'est de stimuler notre réflexion par l'effet de contraste. Ah, ah, C'est vraiment ça la démarche. Ouais. je vois. Et c'est très, ça leur amène des idées parce que les meilleures offres, ça va être des offres où on regarde qu'est-ce qui marche bien chez ceux et celles qui réussissent très, très bien, à un niveau très élevé. Qu'est-ce qui marche bien chez ces personnes-là? Et quelles sont ces choses-là que je fais déjà ou comment est-ce que je peux les formuler, les reprendre à ma sauce, les reconfigurer pour en faire quelque chose qui correspondra à ma méthode, à moi, à ma façon de le faire, avec mes expériences, parce que chaque thérapeute oui, a appris sa discipline, mais a aussi une expérience de vie riche, souvent. Surtout les personnes qui se convertissent à mi-parcours, c'est assez fréquent. Les personnes qui ont été dans l'entreprise ou dans des institutions, des organisations qui, à un moment donné, ont un mi-parcours de vie, là, 40, 50 ans, décident de faire un changement de carrière et de devenir thérapeute. C'est très souvent le cas. Et donc, ces gens-là font ces changements de vie, parce qu'ils ont des expériences passées qui les amènent à avoir une certaine lecture et et ils amènent une couleur, tu vois. Donc oui, par effet de contraste, en regardant c'est même, on peut dire la concurrence, mais euh, je vois plus ça comme ou les autres personnes qui proposent des choses de similaires, les gens qui sont dans le même domaine en fait. Donc, j'imagine que ça, c'est un des conseils que tu peux donner aux thérapeutes, notamment aux sophrologues, pour se démarquer. Comment est-ce que tu vois cette association quand je dis j'aide les sophrologues à intégrer du yoga dans leurs séances? Et ça leur permet d'avoir justement de créer leur bouquet d'offres, parce que à ce moment-là, ils peuvent faire des combinaisons originales entre des approches multiples et en faire et les utiliser d'une manière que personne d'autre utilisera, plus que plusieurs approches à la fois. Donc il y a rien de plus riche finalement que d'être interdisciplinaire pour pouvoir aborder le même problème, la même difficulté avec des angles différents. Donc c'est beaucoup plus riche que de le faire que d'une seule façon, en fait. Et c'est d'autant plus riche si on connaît la touche spéciale que l'on a en tant que thérapeute pour encore apporter autre chose et se singulariser sur ce marché qui est quand même très concurrentiel. Oui. Et souvent, on a souvent un besoin, on a souvent plus qu'un besoin à la fois, ou plus qu'un désir à la fois. Par exemple, ceux qui veulent perdre du poids, ils peuvent vouloir perdre du poids, certes, mais ils peuvent aussi perdre du poids parce qu'ils veulent aussi devenir, par exemple, attirants. C'est comme ça. Mais tu vois, donc c'est deux choses qui vont ensemble. Certaines personnes vont vouloir perdre du poids parce qu'elles veulent pouvoir s'adonner à une pratique sportive qui leur fait envie, mais là, leur condition physique ne leur permet pas. C'est pas le même profil de personne. Et toi, Mila, c'est vraiment intéressant parce que tu ajoutes le yoga à la pratique de la sophrologie. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là? Est-ce que ça a été l'histoire d'enrichir leur offre ou peut-être pas? Il y a peut-être eu un autre point de départ. Le point de départ, il est que je travaille sur les traumatismes depuis toujours et que dans mon parcours, j'ai eu un grand bénéfice avec le yoga, un grand bénéfice avec la sophrologie. Et à un moment dans ma vie, je me suis dit, je peux pas garder ces outils-là pour moi. Et je sais que l'alliance des deux, quand c'est très bien structuré, ça peut apporter de très grandes transformations, un très grand bien-être pour les autres. Et
Et j'avais déjà commencé à faire de la formation pour des professeurs de yoga, à former des professeurs de yoga. Et donc je me suis dit, à un moment donné, je pourrais aussi enseigner cette méthode. Et les premières personnes qui ont été intéressées étaient des sophrologues, en fait. D'accord. J'ai développé les formations pour les sophrologues qui souvent se trouvent limités avec leurs outils et qui ont déjà pour beaucoup une pratique de yoga. Donc naturellement, elles voient que on peut imbriquer les deux, mais elles savent pas comment faire parce que Mm. c'est compliqué en fait quand tu as pas été formé au yoga avant d'insérer la sophrologie et de savoir comment est-ce que ça se construit. Et quand bien même si tu es juste professeur de yoga et que tu veux intégrer la sophrologie, mais que tu comprends rien à la sophrologie parce que tu n'es pas sophrologue, ça ne se fait pas naturellement non plus. Donc j'ai créé cette méthode-là pour vraiment apporter de la structure et surtout de la confiance aux personnes qui prennent ce chemin-là parce qu'il n'existe pas ailleurs. Ça leur permet justement d'avoir vraiment une approche différente, distinctive et à leur tour, toi, tu as combiné les deux disciplines et à leur tour, elles auront déjà deux disciplines et elles ajouteront certainement d'autres composantes ensuite à ce que tu leur as déjà apporté. Oui, il y a des personnes qui créent des programmes après pour perdre du poids. Il y en a d'autres qui vont. J'ai une personne qui, par exemple, envisage de travailler sur la ménopause et le passage à la ménopause, que ça, toutes ces problématiques que ça peut créer dans la vie des femmes à ce moment-là, et les résoudre avec le yoga sophro. Donc il y a, c'est ce que tu disais. Après, chacun va mettre sa touche, sa personnalité, et c'est ce qui rend les choses très attractives et qui donne du résultat. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Quand on a les bonnes recettes, quand on sait quand on a compris qu'on peut et même qu'il est vertueux de combiner des choses ensemble qui même parfois ne sont presque, c'est presque des choses qui sont pas, dont on s'attend pas qu'elles soient jumelées ensemble. Et après ça, si on arrive en plus à communiquer avec les bons mots, de la bonne façon, qu'on maîtrise l'art de communiquer sur ça, c'est sûr que là, il y a une belle vie pour les thérapeutes et les sophrologues qui lancent leur activité.